À Thanksgiving, ma belle-mère m'a donné une assiette rose avec des dessins animés, et m'a dit, puisque tu ne peux pas donner d'enfant à mon fils, tu peux bien manger comme une enfant. Je suis resté calme, j'ai attrapé mon sac à main, et j'ai dit, en fait, Linda, j'ai quelque chose à montrer à tout le monde, sur la raison pour laquelle ton fils n'a pas d'enfant. L'assiette était d'un rose vif, avec des licornes de dessins animés, qui caracolaient sur le pourtour. Linda me l'a tendu avec ce sourire pincé, qu'elle arborait toujours, quand elle voulait que tout le monde pense qu'elle plaisantait, mais qu'elle pensait chaque mot. Puisque tu ne peux pas donner d'enfant à mon fils, tu peux bien manger comme une enfant, a-t-elle annoncé, sa voix portant à travers la salle à manger, où toute la famille de Tyler s'était réunie pour Thanksgiving. La pièce est devenue silencieuse. Les fourchettes se sont figées en l'air. La sœur de Tyler, Amanda, a cessé de verser du vin. Son frère, Case, a même levé les yeux de son téléphone. Même le père de Tyler, Gerald, qui restait habituellement à l'écart des drames de Linda, a bougé inconfortablement sur sa chaise, en bout de table. J'ai fixé l'assiette, dans ses mains tendues. 3 ans de ses commentaires, 3 ans des remarques pointues de Linda, sur mon obsession pour ma carrière, et sur la façon dont je gâchais les meilleures années de Tyler. 3 ans où elle soupirait de façon dramatique, chaque fois que la grossesse de quelqu'un d'autre était mentionnée, me regardant comme si j'étais personnellement responsable, de lui refuser des petits-enfants. Mais cette fois, c'était différent. C'était une humiliation publique, calculée et cruelle, assénée devant 20 personnes. Tyler était assis, figé à côté de moi, le visage pâle. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte, sans émettre un son. Typique de Tyler, toujours paralysé quand sa mère allait trop loin, ayant toujours besoin de temps pour digérer, avant de pouvoir me défendre. Je n'avais plus de temps, à attendre qu'il digère. En fait, Linda, ai-je dit, d'une voix stable, en attrapant mon sac à main sous la table. J'ai quelque chose à montrer à tout le monde, sur la raison pour laquelle ton fils n'a pas d'enfant. Son sourire a vacillé très légèrement, mais je l'ai remarqué. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai connecté à la télévision qu'ils avaient installée pour le match de football plus tard, et j'ai lancé l'enregistrement, que je portais sur moi depuis 3 mois, en attendant le bon moment. Le dîner de Thanksgiving, avec toute la famille présente, semblait absolument parfait, à cet instant. La voix de Tyler a rempli la pièce, plus jeune d'environ 5 ans. J'avais trouvé le fichier audio sur un vieil ordinateur portable, que Tyler pensait avoir jeté, mais qu'il avait en fait laissé, dans notre garde-meuble. L'horodatage indiquait mars 2019, soit 6 mois avant nos fiançailles. Il avait apparemment enregistré la consultation sur son téléphone, probablement pour revoir les informations plus tard. Je suis ici, parce que je veux discuter d'une vasectomie, a dit clairement la voix de Tyler, avec la réponse du docteur Morrison audible, en arrière-plan. La pièce a explosé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, a tonné la voix de Gerald. Le visage de Linda s'est vidé de toute couleur. Tyler, qu'est-ce qu'elle? Continuez à regarder, ai-je dit calmement, en augmentant le volume. La voix du docteur Morrison est sortie des haut-parleurs. Vous n'avez que 28 ans. C'est une décision permanente. En avez-vous discuté avec votre partenaire? Je n'ai pas de partenaire en ce moment, a continué la voix de Tyler. Et je ne veux jamais d'enfant. Je le sais, depuis que je suis adolescent. Ma famille a des attentes, et je suis fatigué de la pression. Je veux prendre cette décision pour moi-même, avant d'entamer une autre relation sérieuse. Maman, éteins ça. Tyler a enfin retrouvé sa voix, se levant si vite, que sa chaise a basculé en arrière. Assieds-toi, a ordonné Gerald, le visage furieux. Laisse-le tourner. L'enregistrement a continué, avec Tyler répondant aux questions habituelles du médecin. Oui, il était certain. Non, il ne pensait pas qu'il changerait d'avis. Oui, il comprenait que la procédure était censée être permanente. Il a parlé du fait qu'il s'était renseigné pendant des années, qu'il n'avait jamais ressenti le moindre désir d'avoir des enfants, et qu'il en voulait à tout le monde, de supposer qu'il en voudrait un jour. Je le dirai à mes futurs partenaires. Bien sûr, a dit Tyler sur l'enregistrement. Je ne vais piéger personne, mais je dois le faire maintenant pour moi, avant que ma famille n'essaie d'interférer. L'enregistrement s'est terminé, avec Tyler programmant l'intervention, pour 2 semaines plus tard. Je suis passé au fichier suivant sur mon téléphone, des dossiers médicaux scannés de son rendez-vous de suivi, que j'avais trouvé dans ses emails.
Il avait été négligent, en oubliant de se déconnecter de ses comptes, sur notre ordinateur familial commun. L'intervention avait été un succès. Nombre de spermatozoïdes, 0. Tyler était stérile, depuis plus de 5 ans. Le silence était assourdissant. Tu savais ça, depuis tout ce temps? La voix de Linda est sortie comme un murmure. Tu m'as laissé la blâmer. Oh, il y a encore mieux, les jeux interrompus, en ouvrant mon application de mai sur mon téléphone. Tyler, dois-je lire les messages que tu as envoyés à ton copain Kevin, depuis le compte email que tu as oublié de fermer sur notre ordinateur, ou veux-tu le faire toi-même? Le visage de Tyler est passé de pâle à gris. J'ai commencé à lire à haute voix, depuis mon téléphone. Mec, la vasectomie était la meilleure décision de ma vie. Je laisse juste maman penser que c'est la faute de Nicole, si nous n'avons pas d'enfant. Elle arrête de me harceler, et je n'ai pas à faire face aux questions constantes, sur le moment où nous allons en avoir. Nicole veut des enfants un jour, mais je me dis que je m'en occuperai plus tard. Peut-être qu'elle changera d'avis. Amanda a eu un hoquet de surprise. Tyler, tu m'avais dit que c'était elle, qui repoussait le projet d'avoir des enfants. J'ai fait défiler l'écran vers le bas. En voici un autre, bien bon, du mois dernier. Maman a encore donné à Nicole un article sur les traitements de fertilité aujourd'hui. Je me suis presque senti mal, mais honnêtement, c'est plus facile comme ça. Si Nicole savait, elle partirait, et je ne suis pas prêt à tout recommencer. Elle est parfaite, sauf pour cette histoire d'enfant. Espèce de, a dit Case, en se levant. Tyler a levé les mains. Nicole, j'allais te le dire, quand? Quand? Après 3 autres années? Après 5? Allais-tu jamais me le dire, ou comptais-tu simplement me laisser gâcher toutes mes années de fertilité avec toi? Je pensais que tu pourrais changer d'avis, sur le fait de vouloir des enfants, a-t-il dit désespérément. Tu es tellement concentré sur ta carrière, parce que tu n'arrêtais pas de me dire, que nous avions tout notre temps. Tu disais vouloir des enfants, mais vouloir attendre que nous soyons plus stables financièrement. J'ai refusé des promotions, décliné des mutations, et planifié toute ma vie, autour d'un avenir que tu savais, ne se produirait jamais. Linda a retrouvé sa voix. Tyler, comment as-tu pu lui faire ça? À moi? J'ai été horrible avec cette fille, à cause de toi. Maintenant, ça t'importe, me suis-je tourné vers elle. Tu as passé 3 ans, à me faire sentir défectueuse, brisée, moins que rien. Tu as suggéré des traitements de fertilité, des agences d'adoption, même des mères porteuses. Tu as amené les filles de tes amis à des événements familiaux, pour montrer à Tyler, à quoi pouvait ressembler une vraie famille. Tu as fait de chaque fête, un rappel de mon échec à produire des petits-enfants. Parce que je pensais, la voix de Linda s'est brisée. Tu pensais mal. Tu voulais quelqu'un à blâmer, et Tyler t'a servi sur un plateau d'argent. Je les ai tous regardés. Savez-vous combien d'événements familiaux j'ai passé à pleurer? Combien de fois je me suis excusé, pour quelque chose qui n'était pas de ma faute? Combien de fois je me suis demandé, ce qui n'allait pas chez moi? Amanda s'est levée et s'est approchée de moi, en posant sa main sur mon épaule. Nicole, je suis tellement désolé. J'ai dit des choses. Vous avez tous dit des choses, ai-je dit en repoussant sa main. Mais Tyler vous a laissé faire, à chaque fois. Le poing de Gérald a frappé la table, faisant sursauter tout le monde. Tyler James Hartley, explique-toi, tout de suite. Tyler s'est laissé tomber sur sa chaise. J'ai paniqué. D'accord? J'ai fait la vasectomie, avant que Nicole et moi ne devenions sérieux. Au moment de nos fiançailles, j'étais déjà trop engagé. Je pensais que, peut-être, elle déciderait qu'elle ne voulait plus d'enfants, ou que nous adopterions, ou que tu continuerais à mentir, ai-je terminé, pendant que ta mère me donnait des assiettes pour enfants, et me traitait d'égoïste à chaque occasion. Linda pleurait maintenant, son mascara coulant sur son visage. Je dois m'excuser. Garde-les pour toi. J'ai rassemblé mes affaires. Je ne suis intéressé par les excuses de personne, ici. Linda, tu m'as montré exactement qui tu es, et je te crois. Tyler, tu es un lâche et un menteur. Et vous tous, vous avez regardé ça se produire, et vous n'avez rien dit. Nicole, s'il te plaît. Tyler a attrapé mon bras. On peut surmonter ça. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'enfants.
Peut-être. Je me suis dégagé brusquement. Moi, j'ai besoin d'enfants, Tyler. J'ai toujours voulu être mère. Tu le savais, et tu m'as menti quand même. Tu m'as volé des années. Où vas-tu, a-t-il demandé, le désespoir s'insinuant dans sa voix. J'ai déménagé mes affaires la semaine dernière. Mon avocate prendra contact, pour le divorce. Je me suis arrêté sur le seuil de la porte. Oh, et Tyler, j'ai 33 ans. J'ai vu un spécialiste de la fertilité le mois dernier, qui a confirmé que ma santé reproductive est excellente. J'ai le temps de trouver quelqu'un d'honnête, et d'avoir la famille que je veux. Mais toi, tu vas être ce type, qui a menti à sa femme pendant des années, sur le fait d'être stérile. Bonne chance avec ça. Je suis sorti, laissant l'assiette rose aux licornes, sur la table. Mes mains tremblaient, alors que je conduisais vers l'hôtel, où j'avais réservé une chambre pour la nuit. L'adrénaline, qui m'avait porté pendant la confrontation, a commencé à s'estomper, me laissant vide et tremblante. Je me suis garé sur le parking, et je suis resté assise, agrippant le volant, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibrait sans cesse. Le nom de Tyler clignotait sur l'écran, encore et encore. Puis celui de Linda, puis celui d'Amanda. Je l'ai éteint complètement, et j'ai pris ma chambre, en donnant des instructions strictes à la réception, je n'acceptais ni visite, ni appel. La chambre était générique et impersonnelle, ce qui me semblait parfait. J'ai commandé un service en chambre, un hamburger que j'ai à peine touché, et j'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude marteler mes épaules, jusqu'à ce que la salle de bain soit remplie de vapeur. Quand je me suis finalement glissé dans le lit, je m'attendais à pleurer. Au lieu de ça, je me sentais étrangement calme, vide, mais calme. Le sommeil est venu par intermittence. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Linda, pendant la diffusion de la vidéo, le choc et l'horreur se propageant sur ses traits. Je voyais les tentatives désespérées de Tyler, pour y mettre fin. Sa panique, quand il a réalisé que je savais tout. J'ai revécu la colère de Gérald, le hoquet d'Amanda, le silence collectif de 20 personnes, réalisant qu'elles avaient été complices, de cette immense supercherie. Le matin est arrivé, avec une faible lumière de novembre, filtrant à travers les rideaux. J'ai rallumé mon téléphone, et j'ai regardé les notifications affluer. 43 appels manqués, 67 SMS, 3 messages vocaux de Tyler, chacun plus frénétique que le précédent. Il y avait un message que j'ai lu, celui de ma meilleure amie, Carla. Amanda vient de m'appeler. Mon Dieu. J'arrive te chercher. Où es-tu? Je lui ai envoyé l'adresse de l'hôtel par SMS. Elle est arrivée 1 heure plus tard, avec du café, des bagels, et une étreinte féroce, qui a finalement brisé mon engourdissement. J'ai pleuré, de grands sanglots saccadés, qui semblaient me déchirer de l'intérieur. 3 ans, je n'arrêtais pas de répéter. 3 ans, pendant lesquels sa famille m'a traité comme si j'étais cassé. Carla m'a tenu dans ses bras, et m'a laissé pleurer. Elle n'a pas essayé d'arranger les choses. Elle n'a pas essayé de minimiser. Quand je me suis finalement calmé, elle a dit, il te faut une avocate, et ce, depuis hier. Elle avait raison. J'ai passé ce samedi matin, à rechercher des avocats spécialisés en divorce, pendant que Carla passait des appels à des amis dans le domaine juridique. Le lundi, j'avais un rendez-vous de consultation, avec Patricia Moss, dont la réputation, de ne faire aucun prisonnier dans les procédures de divorce, était exactement ce dont j'avais besoin. Le week-end a été un tourbillon de décisions pratiques. Carla m'a aidé à trouver un appartement meublé, disponible immédiatement. J'avais déjà déménagé la plupart de mes affaires personnelles, la semaine précédente. Vêtements, documents, photos, tout ce qui comptait, les stockant chez Carla, en attendant le bon moment pour lâcher ma bombe. Tyler n'avait rien vu venir, si confiant que je ne savais pas, que je ne saurais jamais, que je ne pourrais jamais le découvrir. Il m'avait regardé souffrir sous les attaques de sa mère, et n'avait rien fait. Pire que rien, il l'avait encouragé, m'utilisant comme un bouclier, contre les attentes de sa famille. Le dimanche, Tyler s'est présenté à l'hôtel. La réception a appelé ma chambre, et je leur ai dit de le renvoyer. Il a essayé 3 autres fois, au cours de la journée. Chaque fois, j'ai refusé de le voir. Qu'y avait-il à dire? Tout ce qui devait être dit, avait été dit, devant toute sa famille. Le lundi matin,
Je suis allé travailler, comme si de rien n'était. Mes collègues ne savaient pas encore. J'avais gardé ma vie personnelle, plutôt privée, ne mentionnant Tyler qu'en passant. Maintenant, j'étais reconnaissante de cette discrétion. Je me suis plongé dans une présentation de projet, canalisant toute ma colère et ma peine, dans la productivité. Ma rencontre avec Patricia Moss était prévue pour le mardi soir. Elle avait la fin de la cinquantaine, des cheveux grisaciés, et des yeux qui ne manquaient rien. J'ai apporté toutes les preuves que j'avais, la vidéo, les SMS de Tyler à son ami Kevin, les dossiers médicaux que j'avais trouvés dans ses emails, et les captures d'écran des messages cruels de Linda, à mon égard, au fil des ans. Patricia a tout examiné, avec une efficacité clinique. C'est une fraude manifeste, a-t-elle dit. Il a contracté un mariage, sous de fausses déclarations. Vous avez des motifs pour une annulation, si vous voulez poursuivre dans cette voie, mais le divorce pourrait être plus simple. Quoi qu'il en soit, vous avez droit à une compensation importante. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Je veux juste m'en sortir. Vous y avez droit, que vous le vouliez ou non, a répondu fermement Patricia. Il vous a menti pendant des années. Vous avez pris des décisions de vie, basées sur ces mensonges, des choix de carrière, votre lieu de vie, une planification financière pour une future famille. Cela a une valeur monétaire, et vous allez la réclamer. Au cours de la semaine suivante, Patricia a monté un dossier en béton. Elle a réclamé les dossiers médicaux de Tyler, documentant officiellement la chronologie de sa vasectomie. Elle a rassemblé des preuves, de chaque promotion que j'avais refusée, de chaque opportunité que j'avais laissé passer, parce que Tyler disait que nous devions nous concentrer sur la planification familiale, le moment venu. Elle a même trouvé des emails, où Tyler avait discuté plus en détail de sa stratégie avec Kevin, tous provenant du même compte email, que Tyler avait négligemment laissé ouvert, sur notre ordinateur familial. Dans un échange particulièrement accablant, Kevin avait demandé à Tyler, s'il se sentait coupable de me mentir. La réponse de Tyler, parfois, mais ce qu'elle ne sait pas, ne peut pas lui faire de mal. D'ici à ce qu'elle le découvre, nous serons trop installés pour nous séparer. Elle n'ira nulle part. Lire cela m'a rendu physiquement malade. Le calcul derrière tout ça, l'hypothèse froide que je serais trop investi pour partir, même après avoir découvert sa trahison. Il avait misé sur le sophisme des coups irrécupérables, pour me piéger dans un mariage sans enfant, que je n'avais jamais voulu. Patricia a montré les emails à l'avocat de Tyler, lors de leur première rencontre. Selon elle, le visage de l'homme est devenu pâle. Votre client n'a aucune défense ici, lui avait dit Patricia. Ma cliente a des preuves de fraude, de détresse émotionnelle, et de préjudice financier, s'étalant sur plusieurs années. Nous pouvons faire ça à l'amiable, ou de manière coûteuse. Tyler a essayé de m'appeler constamment. J'ai bloqué son numéro. Il s'est présenté à mon immeuble de bureau, et la sécurité l'a escorté dehors, après que je les ai informés que je demandais le divorce, et que je ne voulais aucun contact. Il a envoyé des fleurs, de grands arrangements coûteux, que j'ai fait livrer à l'hôpital pendant ma pause déjeuner. Il a envoyé des lettres, que j'ai retournées, sans les ouvrir. Sa mère était pire. Linda semblait penser que si elle s'excusait assez, si elle rampait assez, si elle montrait assez de remords, je finirais par lui pardonner, et par réparer comme par magie, sa relation avec Tyler. Elle ne comprenait pas, qu'elle avait révélé qui elle était vraiment, et qu'aucune excuse ne pouvait changer cela. 2 semaines après Thanksgiving, Linda s'est présentée à mon appartement. Je n'ai aucune idée de la façon, dont elle a obtenu mon adresse, probablement par Tyler. J'ai ouvert la porte, pour la trouver là, les larmes coulant sur son visage, tenant un plat à gratin. S'il te plaît, a-t-elle dit, laisse-moi juste t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, ai-je répondu, en gardant la porte principalement fermée. Tu m'as montré exactement, qui tu es. Je pensais que tu empêchais mon fils, d'être père, a-t-elle plaidé. J'avais tort. Je suis tellement désolé. Tu étais cruel, parce que tu aimais ça, ai-je dit. La situation avec Tyler t'a donné une excuse, mais la cruauté venait entièrement de toi. Tu aurais pu être gentille. Tu aurais pu me soutenir. Au lieu de ça, tu as choisi d'être vicieuse. C'est ce que tu es, Linda. Avec ou sans les mensonges de Tyler. Ce n'est pas juste. Tu m'as fait sentir sans valeur, à chaque réunion de famille pendant 3 ans.
Tu as invité d'autres femmes à des événements, pour les parader devant ton fils. Tu m'as donné une assiette d'enfant, devant 20 personnes. Ne me parle pas de justice. Je veux arranger les choses, a-t-elle dit désespérément. Tu ne peux pas. C'est fait. J'ai fermé la porte. Elle est revenue 2 autres fois. La 3e fois, j'ai appelé la police et j'ai déposé une plainte pour harcèlement. Cela a finalement mis un terme à ces visites, bien qu'elle ait continué à essayer de me joindre, par l'intermédiaire d'Amanda et de Case. Les vacances ont été étranges, cette année-là. Au lieu de souffrir à Noël, avec la famille de Tyler, j'ai pris l'avion pour rentrer chez mes parents, dans le Michigan. Ma mère m'a chouchouté, cuisinant tous mes plats préférés. Mon père m'a emmené pêcher sur la glace, ce qui était glacial et misérable, et exactement ce dont j'avais besoin, une activité qui demandait de la concentration, et qui ne laissait aucune place, pour ressasser les décombres de mon mariage. Anna est rentrée aussi, et nous sommes restés éveillés tard, à boire du vin et à parler. Je ne l'ai jamais aimé, a-t-elle admis. Il était toujours si passif, comme s'il attendait que la vie lui arrive, au lieu de prendre des décisions. Il a pris des décisions, ai-je dit amèrement. Il a juste menti à leur sujet. C'est vrai, mais même avant que tu ne le découvres, il y avait quelque chose qui clochait. La façon dont il hochait la tête, à tout ce que disait sa mère, sans jamais prendre ta défense. Ce n'est pas comme ça, qu'on traite quelqu'un qu'on aime. Elle avait raison. La vasectomie était le grand mensonge, mais elle avait été bâtie sur une fondation, de plus petits mensonges. Tyler ne m'avait jamais vraiment choisi, au détriment du confort de sa famille. Il n'avait jamais donné la priorité à mes sentiments, par rapport aux opinions de sa mère. Il avait pris le chemin de la moindre résistance à chaque tournant, et j'en avais été le dommage collatéral. Le nouvel an m'a retrouvé dans mon appartement, seul, à l'exception de Carla, qui avait insisté pour rester avec moi. Nous avons regardé la boule descendre à la télévision, nous avons trinqué au champagne, et elle a dit, cette année sera meilleure. Il le faut. Je voulais la croire. Janvier a apporté la demande de divorce officielle. Patricia avait rédigé une requête, qui était complète et accablante. L'avocat de Tyler a tenté de négocier. Il voulait garder la maison, partager les biens à 50-50e, et éviter de payer une pension alimentaire. Patricia lui a ri au nez. Votre client a commis une fraude, a-t-elle dit pendant la médiation. Ma cliente a droit à une compensation, pour la détresse émotionnelle, les opportunités de carrière qu'elle a perdues, et les années qu'il a volées à son calendrier reproductif. Nous ne négocions pas, à partir de positions égales, ici. La médiatrice, une femme à l'air fatiguée, nommée Suzanne, a examiné les preuves, et a été d'accord. Monsieur Hartley, vous n'avez aucun motif, pour un partage égal. La documentation est écrasante. Tyler avait l'air hagard. Il avait perdu du poids, et des cernes sombres ombraient ses yeux. Une partie de moi a ressenti une lueur de sympathie, mais ensuite, je me suis souvenu de l'assiette pour enfants, des années passées à m'excuser pour ses mensonges, et de son SMS suffisant à Kevin, sur le fait que je n'irai nulle part. La sympathie est morte. Nous avons négocié pendant des semaines. Tyler a essayé de faire valoir, qu'il avait prévu de me le dire un jour, qu'il avait eu peur, et qu'il m'aimait malgré tout. Son avocat a soutenu, que les dommages pour détresse émotionnelle étaient excessifs. Patricia a contre-attaqué, avec le témoignage du docteur Harper, qui m'avait évalué, et avait documenté l'impact psychologique, d'une tromperie prolongée et d'abus émotionnels. Finalement, Tyler a cédé. J'ai obtenu la maison, la plupart des économies, et un paiement forfaitaire pour préjudice moral. Il a gardé ses comptes de retraite, et sa voiture. Le règlement est équitable, m'a assuré Patricia. Bien que l'avocat de Tyler ait eu l'air de vouloir se jeter par la fenêtre. Il s'en tire à bon compte, a dit Patricia, alors que nous quittions le palais de justice. J'aurais pu faire traîner ça. Rendre les choses bien pires pour lui. Soyez fiers de vous, d'avoir choisi la voie de la sagesse. Je ne me sentais pas fier. Je me sentais épuisé, triste et en colère, tout à la fois. Le processus de séparation était compliqué, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Nous avions des comptes conjoints qu'il fallait séparer, des cartes de crédit à nos deux noms, des polices d'assurance à mettre à jour, et une hypothèque qui nécessitait un refinancement, une fois que j'aurais décidé de vendre la maison. Chaque papier était un rappel,
de la façon dont nous étions devenus liés, de la façon dont j'avais construit ma vie autour de quelqu'un, qui m'avait menti pendant tout ce temps, et du nombre de décisions, qui avaient été prises sous de faux prétextes. J'ai purgé la maison, avant de la mettre en vente. Tout ce qui me rappelait Tyler, ou sa famille, est parti dans des centres de dons. Les cadeaux de mariage de Linda, disparus. Les photos des réunions de famille, déchiquetées. La machine à café coûteuse, sur laquelle Tyler avait insisté, donnée. Je n'ai gardé que ce qui était à moi, ou ce que nous avions choisi ensemble, avant les fiançailles, quand les choses semblaient honnêtes. Carla m'a aidé à faire les cartons, faisant des blagues pour détendre l'atmosphère. Cette lampe est hideuse. S'il te plaît, dis-moi que c'était le choix de Tyler. En fait, c'est moi qui l'ai choisi. Alors tu as des goûts épouvantables, et elle va quand même à l'armée du salut. Nous avons ri, et ça faisait du bien de rire de quelque chose, n'importe quoi. La maison s'est vendue rapidement, à un jeune couple qui attendait son premier enfant. J'ai ressenti un pincement au cœur, en les regardant parcourir les pièces, parlant avec enthousiasme de transformer la chambre d'amis, en chambre d'enfant. Ça aurait dû être moi, et Tyler. Sauf que ça n'aurait jamais pu arriver, parce que Tyler s'en était assuré, il y a 5 ans. Le processus de vente a pris 2 mois, de la mise en vente à la signature finale. J'ai vendu la maison la même semaine, où le divorce a été finalisé. 4 mois après Thanksgiving, j'étais légalement célibataire à nouveau. Financièrement stable, et complètement à la dérive. Qui étais-je, sans la vie que j'avais construite, sans l'avenir que j'avais planifié? C'est à ce moment-là, que j'ai commencé à envisager sérieusement, le déménagement à Seattle. La promotion que j'avais refusée il y a 2 ans, était pour un poste dans notre bureau du nord-ouest du Pacifique. Mon patron a mentionné lors d'un point, qu'ils agrandissaient le département, et qu'ils cherchaient quelqu'un avec mon expérience. Étais-je intéressé? Je l'étais. Le processus d'entretien a été rapide. Il connaissait mon travail, et je connaissais l'entreprise. En 3 semaines, j'avais une offre, un meilleur titre, une augmentation significative, et une aide à la réinstallation. Un nouveau départ, dans une ville où personne ne me connaissait, comme cette femme dont le mari avait menti sur sa vasectomie. Mes parents s'inquiétaient de me voir déménager si loin. Anna me soutenait, mais était triste. Carla a pleuré quand je lui ai dit, bien qu'elle ait insisté sur le fait qu'elle était heureuse pour moi. Tu en as besoin, a-t-elle dit, en essuyant ses larmes. Tu as besoin d'être quelque part, qui n'est pas hanté par tout ça. Elle avait raison. Chaque restaurant de la ville avait des souvenirs. Chaque parc, chaque café, chaque coin de rue. Je ne pouvais pas guérir dans un endroit, où je ne cessais de rencontrer des gens qui connaissaient mon histoire, et qui me regardaient avec pitié, curiosité, ou jugement. 2 mois après avoir accepté l'offre, j'ai déménagé à Seattle. L'entreprise m'a logé temporairement, le temps que je trouve un logement permanent. J'ai passé les week-ends à explorer les quartiers, à me perdre exprès, et à apprendre les rythmes d'une nouvelle ville. L'appartement que j'ai finalement acheté, donnait sur le détroit de Puget. Il était plus petit que la maison que j'avais vendue, mais il me semblait plus à moi. Je l'ai meublé lentement, avec soin, en choisissant des pièces qui reflétaient, qui je voulais être, plutôt que qui j'avais été. Le travail m'a consumé, de la meilleure des manières. Ma nouvelle équipe était brillante, et motivée. Les projets étaient stimulants. J'avais de l'autonomie, et du respect, sans avoir à me battre pour les obtenir. Il existait simplement, comme des attentes de base. Personne à Seattle ne connaissait Tyler, Linda, ou l'assiette rose aux dessins animés. J'étais juste Nicole, la nouvelle directrice, qui travaillait dur, et prenait un verre avec ses collègues, après des échéances difficiles. C'était libérateur. La thérapie a continué, même après le déménagement. J'ai trouvé une nouvelle thérapeute à Seattle, le docteur Martinez, qui se spécialisait dans la reconstruction après la trahison. Nos séances se concentraient moins sur ce que Tyler avait fait, et plus sur pourquoi j'avais accepté le traitement de Linda, pendant si longtemps. Vous avez été conditionné, a expliqué le docteur Martinez lors d'une séance, lentement, au fil du temps, à accepter de moins en moins de respect. C'est comme faire bouillir une grenouille. La température augmente si progressivement, que vous ne réalisez pas que vous êtes en train de cuire vivante, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. La métaphore était dure, mais juste. Les premiers commentaires de Linda avaient été subtils.
des petites blagues sur l'horloge biologique, des mentions désinvoltes d'autres couples ayant des bébés. Je les avais pris à la légère, ne voulant pas faire de vagues. Tyler m'avait assuré que sa mère avait de bonnes intentions, qu'elle était juste excitée, à l'idée d'avoir des petits-enfants. Mais les commentaires ont dégénéré. Les blagues sont devenues pointues. Les mentions désinvoltes sont devenues des rencontres orchestrées avec des femmes enceintes et de nouvelles mères. L'enthousiasme est devenu pression, puis accusation, puis cruauté pure et simple. Et pendant tout ce temps, Tyler n'avait rien fait. Pourquoi pensez-vous être restée silencieuse, a demandé le docteur Martinez. J'y ai réfléchi longuement. Je voulais être la belle-fille parfaite. Je pensais que si je pouvais simplement traverser la tempête, faire mes preuves, d'une manière ou d'une autre, elle finirait par m'accepter. Et qu'essayez-vous de prouver? Que je méritais d'être aimé, je suppose. Que je méritais de faire partie de leur famille. Le docteur Martinez s'est penché en avant. Mais Nicole, vous le méritez déjà. Vous n'aviez pas besoin de gagner le respect et la décence de base. Ces choses auraient dû vous être données, librement. La prise de conscience m'a frappé durement. J'avais auditionné pour un rôle, pour lequel j'avais déjà été choisi, et j'avais essayé de gagner une approbation, qui n'aurait jamais dû être conditionnelle. Le comportement de Linda disait tout sur son caractère, et rien sur ma valeur. Ces séances m'ont aidé à comprendre que le mensonge de Tyler sur la vasectomie n'était que la trahison la plus spectaculaire, dans une relation construite sur de plus petites trahisons. Chaque fois qu'il avait laissé sa mère m'insulter et était resté silencieux, il avait choisi son propre confort, au détriment de ma dignité. Chaque fois qu'il promettait que nous nous en occuperions plus tard, il repoussait le problème. Chaque fois qu'il suggérait que j'étais trop sensible, ou que j'interprétais trop les choses, il me manipulait. La vasectomie était catastrophique, oui, mais même sans elle, la relation avait été construite sur du sable. J'ai commencé à tenir un journal, à écrire des lettres que je n'enverrai jamais à Tyler, et à Linda. Des pages et des pages de colère, de peine, et de trahison. Le docteur Martinez m'a encouragé, disant que c'était un moyen de traiter les émotions, sans leur redonner accès à moi. Dans une lettre à Tyler, j'ai écrit « Tu m'as transformé en menteuse par procuration ». Chaque fois que quelqu'un demandait quand nous aurions des enfants, et que je répondais « Un jour, je mentais, à cause de toi ». Chaque fois que je te défendais auprès de mes amis, qui te trouvaient trop passif, je mentais. Chaque fois que je me disais que tu finirais par tenir tête à ta mère, je me mentais à moi-même. Tu m'as rendu complice de ma propre tromperie. À Linda, j'ai écrit « Tu vas te dire que tu ne savais pas, que tu étais aussi une victime des mensonges de Tyler. Mais la vérité, c'est que tu as pris plaisir à être cruel avec moi. La vasectomie t'a donné une excuse, mais la cruauté a toujours été là, attendant une occasion de se manifester. Tu aurais trouvé une autre raison, pour me rabaisser, parce que c'est ce que tu es. Le mensonge de Tyler t'a simplement donné la permission de montrer ton vrai visage. Je n'ai jamais envoyé ces lettres, mais les écrire, c'était comme percer un abcès. Le poison est sorti, page après page, jusqu'à ce que je puisse penser à eux, sans que ma poitrine ne se serre. La scène sociale de Seattle était différente de ce que j'avais connu. Les gens étaient amicaux, mais respectaient les limites. Personne ne se mêlait de savoir pourquoi j'avais déménagé, ou pourquoi j'étais divorcé. Les rares fois où j'ai partagé mon histoire, généralement après plusieurs rendez-vous, quand les choses devenaient sérieuses, les réactions étaient uniformes, choc et soutien. Un de mes rendez-vous, un avocat nommé Marcus, m'a même demandé si j'avais envisagé de poursuivre Tyler, pour fraude. « Vous avez un dossier solide », a-t-il dit. Incitation frauduleuse au mariage. Vous pourriez le poursuivre pour des dommages, au-delà de ce que le règlement du divorce a couvert. J'y avais pensé. Patricia l'avait mentionné aussi. Mais en fin de compte, je ne voulais pas passer plus d'années, liées à Tyler par des litiges. Je veux juste aller de l'avant, ai-je dit à Marcus. Il n'aura plus de mon temps. Marcus a hoché la tête avec approbation. C'est probablement plus sain, à long terme. Bien que, si jamais vous changez d'avis, le délai de prescription est assez généreux, pour ce genre de choses. Je n'ai pas changé d'avis. Au fil des mois, Seattle a commencé à ressembler à un foyer. J'ai rejoint un groupe de randonnée, et j'ai passé les week-ends à explorer les cascades. L'effort physique était thérapeutique, et les vues depuis les sommets des montagnes
me rappeler que le monde était bien plus grand que mon mariage raté. Je me suis fait des amis, de vrais amis, pas des amis de couple, qui devraient choisir un camp. Sarah, de mon groupe de randonnée, est devenue une confidente proche. Elle était infirmière praticienne, elle avait traversé son propre divorce compliqué, et comprenait le processus complexe de la reconstruction. Tu auras des moments où il te manquera, m'a dit Sarah, un samedi autour d'un café. Non pas parce qu'il était bon pour toi, mais parce que les humains sont des créatures d'habitude. La routine te manquera, la prévisibilité, même les mauvais côtés, parce qu'ils étaient familiers. Elle avait raison. Parfois, je prenais mon téléphone, pour envoyer un SMS à Tyler, à propos de quelque chose de banal, un panneau amusant que j'avais vu, un article de presse qui l'intéresserait, avant de me souvenir que nous ne faisions plus partie de la vie de l'autre. Ces moments piquaient, non pas parce que je le voulais de retour, mais parce qu'ils me rappelaient tout ce que j'avais perdu. Pas seulement un mari, mais l'avenir que j'avais imaginé. Mais ces moments sont devenus moins fréquents. L'envie de partager ma vie avec Tyler s'est estompée, à mesure que je construisais une vie, dont il ne faisait pas partie. De nouvelles blagues privées avec de nouveaux amis, de nouveaux restaurants préférés où il n'était jamais allé, de nouvelles expériences, non entachées par notre histoire commune. J'ai commencé à dire oui, à des choses que j'avais toujours voulu essayer, mais que je n'avais pas faites, parce que Tyler n'était pas intéressé. Des cours de poterie, un club de lecture axé sur la fiction littéraire, du bénévolat dans un refuge pour animaux, c'est ainsi que j'ai fini par adopter Chester, un retriever croisé de 3 ans, avec des yeux pleins d'âme, et une tendance à voler des chaussettes. Chester est devenu mon compagnon, mon excuse pour sortir, même les jours de pluie à Seattle. Mon réconfort, quand l'appartement semblait trop calme. Il se fichait de mon passé, de ma fertilité, ou de savoir si j'avais été une assez bonne belle-fille. Il se souciait juste, que je remplisse sa gamelle, que je lui lance sa balle de tennis, et que je le laisse dormir au pied de mon lit. La vie a développé un nouveau rythme. Travail, amis, thérapie, randonnée, Chester. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était la mienne. Construite sur l'honnêteté et le respect de soi, plutôt que sur les mensonges et les compromis. Les conséquences ont été spectaculaires. Linda m'a appelé 17 fois, le premier jour. Je n'ai pas répondu. Elle s'est présentée 2 fois à mon nouvel appartement, avant que je ne menace de déposer une ordonnance restrictive. Elle voulait s'excuser, s'expliquer, et d'une manière ou d'une autre, arranger les choses. Elle ne comprenait pas, pourquoi je ne lui pardonnais pas, alors que Tyler était le vrai méchant. Mais Linda avait été cruelle, bien avant que je ne découvre le secret de Tyler. Elle avait pris plaisir à me diminuer. La vasectomie lui avait juste donné une excuse, pour montrer sa vraie nature. La famille de Tyler a implosé. Amanda m'a appelé 3 jours après Thanksgiving, pour me dire que Linda et Gérald suivaient une thérapie, parce que Gérald était furieux, qu'elle ait été si horrible avec moi. Case ne parlait plus du tout à Tyler. La famille élargie savait tout, parce qu'Amanda l'avait dit à sa cousine Sarah, qui l'avait dit à tout le monde. Tyler était désormais tristement célèbre, comme ce type qui avait blâmé sa femme, pour sa propre vasectomie. Ma famille s'est ralliée à moi, d'une manière que je n'avais pas prévue. Ma mère, qui avait toujours été tiède à propos de Tyler, a admis qu'elle n'avait jamais aimé la façon dont Linda me traitait, mais qu'elle n'avait pas voulu s'en mêler. Mon père a offert d'avoir une discussion avec Tyler, ce que j'ai poliment décliné. Ma sœur Anna est venue de l'Oregon en avion, et m'a aidé à aménager mon nouvel appartement, faisant des blagues sur les assiettes de licorne, jusqu'à ce que je puisse en rire aussi. Le travail est devenu mon sanctuaire. Je me suis jeté à corps perdu dans la promotion que j'avais reportée, et je l'ai obtenue en 1 mois. La mutation à Seattle, que j'avais refusée il y a 2 ans. Un poste similaire s'est ouvert, et je l'ai accepté. Nouveau départ, nouvelle ville, loin de tous ceux qui connaissaient mon histoire. Tyler a tout essayé. Les fleurs, les lettres, se présentaient à mon bureau, jusqu'à ce que la sécurité ne l'escorte dehors. Il a prétendu qu'il ferait une inversion, que nous pourrions encore avoir des enfants, qu'il avait changé d'avis. Son avocat a tenté de plaider pour la réconciliation et la médiation. Mon avocate, Patricia Moss, a rapidement mis fin à cela. Votre client a eu 5 ans pour être honnête, lui a-t-elle dit froidement. Il a fait son choix. Maintenant, Madame Hartley va faire le sien. Le divorce a été finalisé, 4 mois après Thanksgiving.
J'ai gardé mon nom de jeune fille. Je ne l'avais jamais changé de toute façon, ce dont Linda s'était toujours plainte. Tyler a tenté de négocier pour garder la maison que nous avions achetée ensemble, affirmant qu'il en avait besoin, parce que sa famille était locale. Patricia a soutenu que sa famille faisait partie du problème, et que je méritais une compensation pour détresse émotionnelle. Nous avons trouvé un accord. J'ai eu la maison, je l'ai vendue immédiatement, et j'ai utilisé l'argent, comme acompte pour un appartement à Seattle, avec vue sur le détroit de Puget. J'ai bloqué le numéro de Linda, le numéro de Tyler, et la plupart de sa famille. Seule Amanda a gardé mes coordonnées, et j'ai apprécié qu'elle respecte mes limites, ne m'envoyant des SMS qu'occasionnellement, pour prendre de mes nouvelles, sans rien demander en retour. 6 mois après mon départ, j'ai commencé une thérapie. Le docteur Harper était spécialisé dans le traumatisme de la trahison, et m'a aidé à tout démêler. Pas seulement les mensonges de Tyler, mais ma propre complicité, dans le fait d'avoir accepté le traitement de Linda, pendant si longtemps. Les façons dont je m'étais rabaissé, pour m'intégrer à leur famille. La façon dont je m'étais excusé, pour des choses qui n'étaient jamais de ma faute. Vous leur avez appris comment vous traiter, a dit le docteur Harper lors d'une séance. En acceptant l'inacceptable. Elle avait raison. Je m'étais immolé par le feu pour les garder au chaud, et ils se plaignaient que je ne brûlais pas assez fort. Sortir avec quelqu'un semblait impossible, au début. Comment faire confiance à nouveau, après ça? Mais Seattle était pleine de gens qui ne connaissaient pas mon histoire, qui ne me regardaient pas avec pitié, ou curiosité. J'ai rejoint un club de lecture, j'ai commencé l'escalade, et j'ai adopté un chien de refuge nommé Chester, qui dormait sur mon lit, et se fichait de mon statut reproductif. Je suis allé à des rendez-vous, certains bons, d'autres terribles, tous honnêtes. Je racontais mon histoire tôt, maintenant, non pas pour la sympathie, mais comme un filtre. Tout homme qui pensait que le comportement de Tyler était compréhensible, ou que je surréagissais, n'obtenait pas de deuxième rendez-vous. Puis, j'ai rencontré James, lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants. Il était chirurgien pédiatrique, divorcé, honnête sur ses erreurs passées. Nous avons parlé pendant 3 heures. Il m'a interrogé sur mes projets d'avenir, et je lui ai dit honnêtement, je veux des enfants. 2, peut-être 3. Est-ce que ce sera un problème? Pas le moins du monde, a-t-il dit en souriant. J'ai toujours voulu plus d'enfants. Mon ex-femme n'en voulait pas, ce qui explique en partie notre divorce. J'ai été honnête à ce sujet. J'ai suivi une thérapie, pour m'assurer que ce n'était pas juste pour remplacer ce que j'avais perdu. Et j'attendais de rencontrer quelqu'un, qui voulait les mêmes choses. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, avant d'emménager ensemble. J'avais besoin de ce temps pour faire à nouveau confiance, pour croire que quelqu'un pouvait réellement être honnête sur ses intentions. Vraiment honnête, pas la version de l'honnêteté de Tyler, où tout était un mensonge, enveloppé de fausses promesses. Je l'ai fait rencontrer Patricia, mon avocate molosse, qui l'a interrogé autour d'un café. J'ai insisté sur une transparence totale, dossiers médicaux, informations financières, historique des relations. Il a tout fourni, sans se plaindre. Je comprends, a dit James, quand je me suis excusé d'être prudente. Quelqu'un a gravement brisé ta confiance. Je ne vais pas te presser. Prends tout le temps dont tu as besoin. 18 mois après cette première rencontre, James et moi nous sommes fiancés. Une petite cérémonie, juste des amis proches, et ma famille immédiate. Personne de la famille de Tyler n'a été invité, bien qu'Amanda ait envoyé une carte, me souhaitant du bonheur. 1 an après notre mariage, je suis tombée enceinte. L'échographie a montré des jumeaux, un garçon et une fille. James a pleuré, quand nous l'avons découvert. Moi aussi, mais pour des raisons différentes, de celles qu'il pensait probablement. Je pleurais les années que Tyler avait volées, la famille que j'aurais pu avoir plus tôt, s'il avait juste été honnête. Le docteur Harper m'a aidé à travailler sur ses sentiments. Vous pouvez faire le deuil de ce que vous avez perdu, et célébrer ce que vous avez, a-t-elle dit. Les 2 choses sont vraies. Les bébés sont nés en bonne santé, 9 mois plus tard. Theodore James et Caroline Marie. Ils étaient parfaits. James était un père incroyable, se levant pour les tétées nocturnes, et changeant les couches, sans qu'on le lui demande. Ma mère est venue nous rendre visite, et a pleuré en tenant ses petits-enfants. Mon père leur a construit un coffre à jouets ridicule, en forme de coffre au trésor.
La vie a continué. J'ai appris par Amanda que Tyler avait déménagé dans un autre état, incapable de supporter les retombées sociales. Linda était apparemment devenue obsédée par la réparation de sa réputation, faisant du bénévolat dans toutes les œuvres de charité, et rejoignant tous les comités, essayant de prouver qu'elle n'était pas la méchante de mon histoire. Gérald avait pris une retraite anticipée, fatigué que les gens lui posent des questions sur son fils, au bureau. Case s'était fiancée, et avait spécifiquement dit à sa mère qu'elle n'avait pas le droit de faire de commentaires sur la carrière ou le corps de sa fiancée. Je n'ai rien ressenti en entendant ces nouvelles. Aucune satisfaction, aucune sympathie. C'étaient des étrangers, maintenant, des gens d'une vie que j'avais laissée derrière moi. Plusieurs années s'étaient écoulées, depuis ce Thanksgiving, quand Amanda m'a contacté avec une demande inhabituelle. Elle allait se marier, et voulait m'inviter au mariage. Pas pour Tyler, il ne serait pas dans le cortège, et comprenait si je ne voulais pas venir. Mais Amanda voulait que je sois là, parce que je comptais pour elle, et qu'elle était désolée de ne pas m'avoir défendu plus tôt. J'en ai parlé avec James. C'est ton choix, a-t-il dit, en faisant rebondir Caroline sur son genou, pendant que Théodore bavait sur son épaule. Mais tu ne leur dois rien, pas même une conclusion. J'ai décliné l'invitation, mais j'ai envoyé un cadeau généreux, avec une note souhaitant du bonheur à Amanda. Cela me semblait suffisant. Certaines histoires n'ont pas de fin nette, avec des confrontations dramatiques, ou des vengeances satisfaisantes. Parfois, la meilleure vengeance, est simplement de bien vivre, de construire la vie que l'on voulait vraiment, et de refuser de laisser les gens qui vous ont blessé, prendre plus de place dans votre tête, qu'ils n'en ont déjà volé. J'avais ma famille, ma carrière, mon respect de moi-même. L'assiette rose aux dessins animés, était quelque part dans une décharge, et les mensonges de Tyler avaient été exposés, à tous ceux qui comptaient. Linda ne serait jamais la grand-mère de mes enfants, n'aurait jamais l'occasion de prétendre que le passé n'avait pas eu lieu, et n'obtiendrait jamais la rédemption, qu'elle s'était probablement imaginée. Ce dîner de Thanksgiving avait été la pire nuit de ma vie, quand il s'est produit. Mais avec le recul, c'était aussi la nuit, où j'ai arrêté d'accepter des miettes, et où j'ai commencé à exiger tout le fichu repas. La nuit, où je me suis choisi, au détriment de gens, qui ne me choisiraient jamais. Et les jours où les jumeaux hurlaient en même temps, où j'étais couverte de régurgitation, et où Théodore avait réussi à me mettre de la banane dans les cheveux, je repensais à ce moment, debout dans la salle à manger de Linda, lançant cette vidéo, regardant leur visage se décomposer. Alors que la vérité éclatait. Je souriais, j'embrassais la tête de mes bébés, et je retournais à la vie magnifique, chaotique, et honnête, que j'avais construite sur les décombres. Chaque seconde en avait valu la peine.